mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, ça c'est le représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une avocate, une femme qui se bat, une femme remplie de valeurs, une sportive. J'ai nommé Kadiatou Tapili. Take a seat. Comment tu vas, y'all. Kadiatou? Cette entrée est folle. Je vais très bien. Merci pour ta venue, de nous avoir fait cet honneur. On aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu véhicules. Il fallait que je te le dise déjà dans un premier temps. Merci beaucoup. Mais merci pour tout ce que vous faites aussi. C'est grâce à vous que les gens se reconnaissent et se disent qu'ils peuvent faire plein de choses et être fiers de leurs valeurs. Merci, Kadiatou. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, avec plaisir. Alors, je m'appelle Kadiatou. Kadi depuis que je suis arrivée à Paris parce qu'il y a beaucoup de Kadi Diatou, mais moi, c'est Kadiatou. Je suis avocate depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Et ça fait 10 ans que je suis à Paris et je suis née et grandie à Strasbourg il y a 34 ans. Voilà. C'est magnifique. On va parler, on va retracer le parcours forcément. À quoi ressemblait la jeune Kadiatou à Strasbourg? Alors, à quoi elle ressemblait? Elle ne se connaissait pas. Mais en tout cas, elle a grandi avec ses parents, puis rapidement sa mère. À l'âge de 2 ans, mes parents ont divorcé. J'ai 4 sœurs, donc on est 5 filles, un vrai girls band comme on appelle ça. Et ma mère nous a élevées toutes seules. Toutes seules. Elle veut pas que je dise son métier. Moi, je suis très fière de son métier parce que c'est grâce à ça qu'on a eu des valeurs toutes. Ma mère est femme de ménage. Et elle nous a dit qu'elle n'était pas venue en France pour souffrir. Et comme je dis souvent, elle nous disait ça le matin, le midi et le soir. Donc, il fallait qu'on fasse des études longues. C'était pas facile à Strasbourg. Pourquoi? Parce que moi, je suis née fin des années 80. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Et donc, très rapidement, je me suis sentie seule. Et j'avais pas de personne auprès de qui m'inspirer. J'avais pas de modèle. Alors, modèle, c'est un grand terme, mais je connaissais pas de noirs, en fait, et même de femmes, hein, parce que moi, j'ai grandi dans une cité à Strasbourg, et en fait, les gens de ma génération étaient tous des garçons. Et c'est grâce à eux que j'ai commencé à faire du foot, du judo, du hand, du basket. Et je suis toujours hyper active. Et je reviens sur ma vie parce que dans tous les sens. Mais le sport a été très, très important dès l'enfance. C'est ça qui m'a permis de me reconnaître dans les valeurs que ma mère m'avait inculquées et qui a beaucoup contribué à mon éducation. C'est bien de lui rendre hommage déjà à ta maman. Ah, c'est la meilleure. Tu viens d'où à Strasbourg? Le Neuf? Non, la cité de Lille, mais Neuf, on connaît. C'est Neuf, vrai? on connaît. Ouais, Forcément, Neuf, déjà, record de voitures brûlées, 1er janvier. Le Neuf, la cité de Lille essaie de faire la même chose, mais en fait, il y a moins de personnes, donc moins de voitures brûlées. Oui, j'ai grandi avec eux parce qu'il y a les communautés maliennes qui sont souvent dans les quartiers. Alors, je sais pas si c'est tous les quartiers de Strasbourg, mais au Neuf, il y en a. Et puis, par les colonies de vacances, où en fait, tout ce qui était les jeunes pupilles de la ville, en fait, c'est tout simplement des associations qui permettaient à des familles modestes de partir en vacances. Et donc, on avait tous ceux des quartiers et notamment ceux du Neuf. Donc, je connais bien. Toi, dans la cour de récréation à l'école, comment c'était? C'était ultra dur. Dès la maternelle, en fait, parce que on me disait, mais pourquoi t'es noire, en fait? Et pourquoi il n'y a que tes mains qui sont blanches à l'intérieur? Et j'étais, non, mais je sais pas, c'est quoi cette question? Et en fait,
c'était tellement récurrent qu'au fur et à mesure, je me disais, mais j'ai pas la bonne couleur, je suis pas bien dans mon corps, je suis moche, clairement. J'ai pas le physique, alors je me disais pas ça quand j'avais 4 ans, mais ouais, j'avais pas le physique de l'habitant. Et ma mère, elle me disait, tu peux leur répondre qu'en fait, je t'ai trouvé dans une poubelle. Et en fait, moi, ça me faisait encore plus de mal. Mais maintenant, je comprends avec du recul pourquoi elle me disait ça. C'était tellement des bêtises qu'ils disaient. Les enfants sont cruels, hein, que il fallait répondre par une bêtise. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me démarque. Déjà, de toute manière, je suis pas comme les autres, donc il faut que je me démarque autrement. Donc, j'ai tout fait pour être la première de la classe. Donc, j'étais première de la classe. J'étais déléguée de classe. Et je me disais, je pense, dès le CP, t'es déléguée de classe, t'es noire, mais tu représentes les autres. Et donc, il fallait que j'en fasse une fierté. Et donc, j'ai eu ce discours inconsciemment, je pense déjà, je suis différente, donc il faut que je sois au-dessus des autres. Et c'était une espèce de compétition envers les autres que j'avais, parce qu'il fallait que je sois la meilleure. Et de l'autre côté, j'avais ma mère que je voyais au quotidien travailler comme une folle. Et en plus, elle s'est mise à travailler tard. Enfin, elle a commencé à travailler à son 4e enfant, pardon. Et je me suis dit, mais elle se bat comme ça. Moi, il faut que je fasse pareil parce qu'il faut qu'elle soit fière de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui m'a guidée jusqu'à, je pense, mes 30 ans, en fait. C'est beau ce que tu dis, parce qu'à chaque fois, tu rends hommage à ta mère, à ses valeurs même familiales. Complet. C'est terrible. Et tu disais que tu as grandi qu'avec elle. Le papa n'était pas là? Le papa n'était pas très loin, mais n'était pas là. Enfin, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Mais il habitait à la Cité de Lille aussi. Il habite toujours à la Cité de Lille, donc 200 mètres d'écart, je pense. D'accord. Mais ma mère nous a élevés toute seule, ouais. Mhm. Et j'ai une grande sœur aussi qui est autiste. Je pense que ça a fait beaucoup dans ma jeunesse et aujourd'hui. C'est que je me suis sentie très rapidement l'aînée de fait de la famille. Et je voyais ma mère galérer, qui nous a eu jeunes. Et donc, j'ai vu très rapidement comme mon modèle. Et il fallait que je lui rende hommage dès l'enfance. Et comment t'as fait pour pas vriller? Parce que quand il n'y a pas de figure paternelle au sein même du foyer, forcément, les vannes sont ouvertes. Ah ouais, ou du moins un peu plus ouverts. Ah non, mais il fallait filer droit. Et en fait, elle avait une autorité. Avec du recul, je me dis que j'ai la même. Mais elle voulait tellement qu'on réussisse qu'en fait, elle avait acheté à l'époque... déjà, on était abonnés à France Loisirs. Donc, il fallait chaque fois qu'on ait tous les trimestres un livre à lire. Elle avait acheté plein d'encyclopédies pendant les vacances. Il fallait qu'on lise les encyclopédies, qu'on regarde des vidéos de maths, d'histoire, etc. Et donc, en fait, tu pouvais pas ne pas filer droit. Et elle te disait, tu veux finir comme moi? Non, donc travaille. C'est tout. Mhm. C'est tout. Il y a rien d'autre. Et la seule chose qu'on pouvait faire, c'était le sport. Et le sport, c'est pas que ça n'a pas aidé. Mais moi, je sais que j'avais des coachs très rapidement qui regardaient aussi notre évolution à l'école. Et si on n'avait pas de bonnes notes, eh bien, on jouait pas, tout simplement. Donc, on était comme ça. Et à quel âge tu as commencé le sport? Alors, j'ai commencé le sport, je pense. J'ai commencé le sport à 6 ans. Tu t'es directement spécialisé dans le basket? Non. Non. Je reviendrai après dessus. Mhm. C'est une histoire malheureuse, mais qui fait que je suis là aussi aujourd'hui. J'ai commencé le sport à 6 ans, je pense au CP avec les sports collectifs, le handball très rapidement. Le judo aussi, c'était le sport qui était au centre aéré. Et donc, j'en ai fait pendant de nombreuses années. Et j'ai commencé le basket à 11 ans, tout simplement parce que j'étais amoureuse d'un mec au collège qui faisait du basket. Et donc, je me suis dit, je vais le suivre au basket. Je vais pas lui dire que je suis amoureuse de lui, mais je vais le suivre au basket. Et il est sorti avec une fille de mon équipe. Voilà. Mon cœur a été brisé. Non, je rigole. Enfin, si, à l'époque, il était brisé, mais je m'en suis largement remise. Et la fille en question est une de mes meilleures amies aujourd'hui, toujours. Donc, ça se passe très bien. Et j'ai continué le basket parce que, en fait, je me retrouvais vraiment dedans. Mais toujours avec le complexe, parce qu'on reste en Alsace, le complexe d'être la seule noire. Et très rapidement, j'ai subi ce qu'on appelle aujourd'hui du racisme ordinaire. Où, dès que je marquais un panier... il y avait dans les villages des cris de singes. Moi, je savais même pas comment ça criait un singe en vrai. Je savais pas. Et des choses comme ça, des gestes de singe et tout. Et au fur et à mesure, j'ai eu
d'autres personnes noires dans mon équipe et j'ai commencé à m'identifier. J'ai aussi eu une assistante coach qui est devenue notre coach quand j'avais 14 ans. Diara, si elle m'entend, et elle m'entendra toujours parce on se suit depuis de nombreuses années. Elle me disait, mais te laisse pas faire, laisse-les, on s'en fiche. Et là, j'ai commencé à avoir des modèles. Et c'est aussi comme ça que j'ai continué le basket. Et puis, je me sentais en famille, en fait. 5 personnes sur un terrain. Moi, c'est mes 5 sœurs. Et mes sœurs ont commencé à faire du basket, etc. Les 5? Alors, pas les 5. Ma grande sœur, Oui. c'était un peu plus sportif, donc non. Mais mes autres petites sœurs, ouais, toutes. Toutes, alors, elles ont arrêté parce qu'elles ont fait d'autres sports. Ma dernière petite sœur, d'ailleurs, faisait de la danse classique en même temps du basket quasiment, donc c'était difficile de mêler les deux. Mais oui, mes autres sœurs, oui, toutes ont fait du basket. Et ma mère aimait bien le fait de savoir que j'étais en sécurité. J'y étais tout le temps. À partir de 14 ans, j'avais 2 entraînements par semaine, plus un match. Et puis, en fait, c'était rapidement devenu ma famille, en fait. Et est-ce que le sport t'a aidé à combler des carences? Beaucoup. Et aujourd'hui, toujours, d'ailleurs. Mais beaucoup, parce qu'il fallait... déjà, la carence, j'en parlais avant dans l'ascenseur, l'organisation, c'est pas mon fort, mais t'es obligé d'être organisé quand tu as autant d'entraînement. J'ai commencé, en fait, à me connaître moi-même via le basket. Parce que je sais pas comment ça se passe dans d'autres familles, mais nous, en tout cas, c'était le travail. Il faut qu'on soit des femmes fortes. On va devoir faire 2 fois, 3 fois plus que les autres pour y arriver quand t'es une femme et quand t'es noire. Et en fait, le basket, je me suis rendu compte que j'avais des capacités et des qualités que je n'avais pas perçues avant. Je me suis dit, à l'école, j'avais des bonnes notes, mais heureusement parce que je travaille. Le basket, j'avais quand même des facilités. Et je me suis rendu compte, grâce au basket, j'avais des facilités aussi à l'école. Et donc, j'ai trouvé ma place assez rapidement. J'avais des capacités athlétiques jusqu'au jour, et ça, c'est toujours l'adolescence et les personnes qui sont assez cruelles, où on m'a dit arrête de croire que tu es la meilleure, tu ne l'es pas. Et là, j'ai commencé à sombrer. Ça, c'était au lycée. Et je pense que c'est aussi notamment pour ça que j'ai redoublé ma seconde. J'avais des bonnes notes au collège, je ne travaillais pas trop. Et après, le lycée, il y avait un gros fossé. Et c'était très difficile. C'est dur aussi, la seconde. Ah, super dur. Super dur. J'ai pas eu le problème des conseils d'orientation où on m'a dit que tu pouvais rien faire, comme on a pu dire à mes sœurs. Tu n'es bonne qu'à un CAP couture. Heureusement, elles n'ont pas écouté les conseils d'orientation. Je dis pas qu'ils sont tous pareils. Attention. Mais effectivement, je sais que mes petites sœurs ont des difficultés par rapport à ça. Moi, j'ai redoublé ma seconde et je sais que moi, je voulais faire sport-études au lycée. Ma mère, elle m'a dit, en fait, c'est pas un travail d'être basketteur. Donc, tu seras ou avocat ou médecin, mais rien d'autre. Et là, j'ai dit, d'accord, j'avais pas le choix. Et donc, au lycée, c'était très dur. Je me sentais plus, surtout que j'étais dans un collège et lycée privé. Ma mère s'était dit qu'il fallait que je continue à être dans un bon cadre pour pas vriller. Elle s'est saignée pour moi, clairement. Et donc, au lycée, c'était pire parce que les gens avaient compris que j'étais boursière. Et donc là, j'étais la pauvre, en fait. Et même, j'avais tellement honte de là où je venais, je mentais sur là où je venais. Je disais que je venais d'un quartier beaucoup plus résidentiel. Et en fait, c'est vrai qu'à un bloc près, il y a la Cité de Lille, il y a la Robertso. Et en fait, moi, je disais que je venais de l'autre côté. Et en fait, non. Ça pour essayer de me faire des amis, etc. Et le sport m'a bien aidé à se dire, en fait, c'est pas vraiment ça. Et il faut pas avoir honte de là où on vient. Et tu as bien raison. Je vais rebondir sur un aspect. Tout à l'heure, tu parlais de ta grande sœur qui était en situation de handicap. Oui. Moi, je veux savoir comment la famille a déjà dealé avec ça. Alors, à Strasbourg et en Alsace, on est très chanceux parce que on a beaucoup d'institutions. On a beaucoup d'organismes qui permettent l'accompagnement de personnes en situation de handicap, et notamment par rapport à l'autisme. De sorte que ma grande sœur, elle a été en hôpital de jour pendant ses années primaires, dans un centre au collège, collège-lycée, et après, depuis la majorité, elle est dans le même centre. Et c'est un centre où elle a une chambre et il y a toujours des activités au quotidien, de sorte qu'elle puisse s'éveiller. Et moi, la relation que j'ai avec ma grande sœur, elle est particulière parce que quand j'étais toute petite, j'étais tout le temps avec elle. Elle était encore en centre aéré avec nous.
Et ben moi, je restais qu'avec ma grande sœur parce que j'avais peur qu'elle parte, j'avais peur qu'elle aille par exemple dans l'eau quand on faisait des sorties, etc. Et après, je l'ai mise beaucoup en retrait parce que je voulais pas être identifiée à elle. Maintenant, je me dis ça avec du recul, de sorte que c'était que moi et la volonté de réussir pour que ma mère soit fière de moi. Et en fait, je me suis dit que je l'ai mis trop de côté. Et puis, ça, c'était pendant mes années, je dirais, d'adolescence. Et puis, bon, au lycée, à la fac, c'était différent parce qu'elle est passée en internat depuis sa majorité. Donc, comment dire, je la voyais plus le week-end. Là, je la vois de moins en moins parce que je rentre de moins en moins à Strasbourg. Et il faut savoir que ma grande sœur ne parle pas. Et donc, même si elle s'exprime sans la parole, on sait ce qu'elle veut, on sait ce qu'elle ne veut pas. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, j'avais énormément de mal à l'appeler, sachant qu'il n'y avait personne qui allait me répondre par des paroles. Mais elle répond par des sons. Et effectivement, ma mère me dit encore aujourd'hui, n'oublie pas que tu as une grande sœur, etc. Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas du tout. Mais c'est sûr que c'est un rapport particulier. Et je sais que, à la différence de l'époque, j'en parlais pas du tout. Là, aujourd'hui, j'en parle beaucoup plus. Je suis beaucoup plus sensible à l'autisme. Certains diront que c'est bien de dire que tu as galéré, que ta famille dispose de personnes en situation de handicap, etc. C'est juste factuel. Hein. J'essaye pas de me faire passer pour une victime quand je dis ça. Je tiens à le préciser parce que je me prends des messages, t'as pas idée. Et en fait, je sais que très souvent, on me disait, quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais si tu as une sœur en situation de handicap, est-ce qu'aujourd'hui, tu accepterais d'avoir des enfants en situation de handicap? Ben moi, la question ne se pose même pas. Évidemment, c'est difficile d'accepter d'avoir un enfant en situation de handicap. J'en parlais avec ma mère, notamment, mais c'est la vie, en fait. Et pour moi, en tout cas, il est hors de question de renier un enfant qui est en situation de handicap. Au contraire, c'est de l'accompagner. Et pour boucler la boucle, parce que je vais un peu dans tous les sens. Non, c'est très bien. À Strasbourg, encore une fois, on a vraiment la chance, dans le département du Bas-Rhin et dans l'Alsace, en tout cas, d'avoir tous ces organismes-là. Et je tire vraiment mon chapeau bas aux éducateurs spécialisés qui ont un courage sans nom, hein, vraiment, de les accompagner au quotidien. Merci pour ce bel hommage, Kadiatou. Tu es de quelle origine? Je viens du Mali. Mali? Oui. D'accord. Tu t'y rendais régulièrement, étant jeune? Alors, j'y suis allée 2 fois seulement. La première fois quand j'avais 8 ans et la deuxième fois quand j'en avais 16. Tout simplement pour des questions de budget, hein, à mes 8 ans. Parce que déjà, à l'époque, donc à 8 ans, on était en 1997, il n'y avait pas autant de facilité pour se rendre au Mali. On était déjà 4. Absolument. Plus ma mère 5, il y a histoire de vaccins, etc. Mais des histoires de sortie de territoire parce que je n'avais pas encore de carte d'identité. J'étais sur titre de séjour. Ouais, moi, j'avais un titre de séjour jusqu'à mes 12 ans. Okay. C'était difficile pour ma mère, en tout cas, de nous obtenir les papiers français. Petite parenthèse. Ma mère m'a dit ça plus tard et moi, je m'en étais pas rendu compte. Quand elle s'est rendue à la préfecture de Strasbourg et elle avait demandé l'obtention de la carte d'identité, eh bien, une personne lui a dit peut-être que ce serait le moment de changer de prénom. Et moi, j'ai une meilleure amie à l'époque qui s'appelle Virginia. Je vais changer, je m'appelais Virginie. Et heureusement que ma mère, elle a dit jamais de la vie parce que, c'est ouf, quoi. Et quand j'étais plus petite, je m'en étais pas du tout rendu compte. Et donc, je reviens sur le Mali. Je sais que ma mère y est retournée en 2017. Là, moi, j'ai pas pu y retourner parce que j'étais en stage final d'avocat et que mon associé m'a dit « Ah non, tu pars pas maintenant, on a besoin de toi en été. » En réalité, j'ai pas fait grand-chose. Et ma mère y allait avec mes autres sœurs. Moi, j'y suis pas retournée. Et depuis, c'est assez compliqué quand même d'aller au Mali. Enfin, pas pour des questions de billets d'avion, etc. Mais pour des questions d'ethnie. Ma mère est Peul, mon père est Dogon. Et c'est des ethnies qui s'entendent pas très très bien.
Je vais pas rentrer sur ce volet-là. Mais bon, quand on est francophone, c'est pas facile. Et moi, je sais que j'aimerais bien retourner avec ma mère. Et bon, après, comme beaucoup de daronnes, quand tu pars en vacances, c'est 2 mois. Parce que bon, il faut rentabiliser le billet d'avion. Donc moi, si j'y retourne, là, ce sera un peu moins de temps. Mais oui, j'aimerais beaucoup y retourner. Mhm. En tout cas, je te le souhaite, Oui. Kadi. Tout à l'heure, tu disais que tu avais une situation familiale qui était assez compliquée. Voilà. Est-ce que toutes ces raisons-là ne t'ont pas aussi poussé à devenir avocate? Parce que tu parlais de ta sœur tout à l'heure en situation de handicap, donc très tôt déjà, malgré toi, et sans t'en rendre compte, parce que c'était quasiment inné, tu l'as protégée. Ah, c'est sûr. Et j'ai toujours protégé mes sœurs, même mes petites sœurs, où j'étais trop dure avec elles, parce que, en fait, je jouais le rôle de mère comme ma mère le faisait avec nous, parce que ma mère travaillait beaucoup, elle travaille toujours beaucoup, et moi, je gardais mes petites sœurs, en fait. Et donc, j'ai essayé de leur inculquer ce que ma mère a inculqué, nous a inculqué. Et donc, je pense que très rapidement, j'ai eu ce sentiment d'injustice. Et je pense que c'est pour ça que dès le CP, je me suis présentée en tant que déléguée de classe. Moi, je voulais défendre tout le monde. Et même, ça me fait penser, c'était des gens de la Cité de Lille qui me disaient très petite, mais à l'âge de 4-5 ans, que j'étais inspecteur Cadiatou. J'ai C'est vrai. honte de ça. Et en fait, je défendais tout le monde parce que je voulais pas que les gens se battent, etc. Et oui, je me sentais comme porte-parole. Et j'adorais Julie Lescaut, par exemple. Et donc, effectivement, j'ai eu ce sentiment où il fallait défendre les autres, mais le métier d'avocat est venu très tard. Hein. Il est venu parce que ma mère m'a dit il faut que tu fasses des longues études. Et moi, avant tout, je voulais devenir médecin parce que je voulais aider les gens. Mais finalement, aujourd'hui, je suis avocate pour aider les gens. Exact. Et donc, moi, j'ai toujours ce volet ultra humain dans ma profession. Et effectivement, c'est mon enfance et ma situation familiale compliquée qui a fait celle que je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est une immense fierté. Enfin, c'est sûr que la situation dans laquelle j'ai grandi était compliquée, mais je ne l'ai pas vécue comme ça du tout. Ma mère, elle nous a offert tout ce qu'on voulait. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, et là, c'est totalement spontané, le premier contrat que j'ai signé avec ma mère, c'était peut-être en CE2, où elle me disait « Mais tu veux avoir des marques comme tout le monde, tu veux avoir des Nike, tu veux avoir des requins. » Les gens, ils avaient des requins, des Air Max et tout. Moi, j'en avais pas. Et je disais, ouais, je veux bien des marques parce que je me sens pas comme les autres. Et elle me disait, il faut travailler à l'école. Et je pense que c'est le premier contrat que j'ai eu, en fait, avec elle. Et ouais. Après, on a eu tout ce qu'on voulait, mais il y avait la carotte. Il fallait travailler à l'école. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui, effectivement, que le travail, c'est ma vie. Je peux pas vivre sans travail. Je m'ennuie en plus. Je pleurais, moi, à chaque vacances parce que je m'ennuyais. Et puis, c'est aussi aider les autres et s'aider grâce aux autres. J'ai l'impression d'être Mère Teresa quand j'ai des trucs comme ça, où genre, j'ai... Non, mais c'est des belles valeurs que tu prônes. Et on a besoin de ça, de cette Merci force, beaucoup. de ce que tu envoies. Merci pour tout ça. Et voilà, tu as suivi ton cursus traditionnel jusqu'au bac. Comment la maman, déjà, a pris la nouvelle quand tu lui as dit que la suite allait se passer à Paris? Parce que en tant que provincial, ça fait toujours un petit peu peur. Ouais. Tu vois, surtout quand tu as des échos, un petit peu, des bribes d'informations. Je pense que ma mère, comment elle a vécu? Je pense qu'elle a bien vécu parce que très rapidement, très jeune, j'ai été assez indépendante. Je voulais pas être un poids pour ma mère, je voulais pas être un poids pour mes sœurs. Et donc, c'est quelque chose d'assez bête, mais dès que j'ai commencé le basket, j'allais toute seule au basket. Je prenais le bus toute seule, j'allais à vélo, etc. Je disais, mais t'inquiète pas, j'avais pas forcément de téléphone portable, mais je me disais, ne t'inquiète pas, je sais où je vais, je connais très bien le bus et tout. Et donc, elle avait très rapidement confiance. Et très rapidement, elle s'est dit, mais de toute façon, moi, je suis une boule d'énergie, je peux pas rester sur place. Et on associe beaucoup Paris au speed, au fait où il faut courir partout. Et donc, déjà, dès que j'étais fin lycée ou à la fac, des gens me disaient, mais tu viens de Paris et tout. Je disais, non, moi, je viens de Strasbourg. Et aussi, j'avais ma tante qui habitait à Paris, donc j'y suis allée 1 ou 2 fois quand j'avais 16-18 ans. J'y suis allée toute seule.
Et ma mère, je l'appelais, et je lui disais tout se passe bien. Et effectivement, tout s'était très bien passé. Donc, elle avait une confiance aveugle. Et donc, je commençais à connaître Paris. Et donc, moi, aller à Paris, c'était une délivrance parce que j'allais me sentir moins seule, déjà, je pense. Et parce que, comme je l'ai dit assez souvent, quand j'étais en Master 2, je disais que j'allais partir à Paris. Je disais ça à mes collègues de classe. Et j'en parlais aussi aux professeurs. Et il y a une avocate qui avait fait un séminaire en droit du travail qui m'avait dit « Tu fais bien de partir à Paris parce qu'avec ta couleur de peau, tu ne trouveras pas de travail. » Et là, je me suis dit « C'est ouf, c'est ultra choquant. » Mais en fait, elle a raison. Enfin, moi, en Master 2, j'étais encore là. On est 30, donc on peut avoir pas beaucoup de noirs, mais là, j'étais la seule. Et donc, je me suis dit « Il faut que je sois présidente de l'association du Master 2, évidemment, pour dire que je suis là. » Et à la fac, on était 5. Donc... Et là, on est beaucoup à la fac. Et donc, je me suis dit, il faut que je prouve non seulement à ma mère que je peux y arriver, mais aussi à tous les autres qui pensent que les femmes noires ne peuvent pas réussir dans la vie. On ne peut pas être autre que femme de ménage ou caissière ou pour tout ce qu'ils peuvent considérer que ce sont, entre guillemets, des sous-métiers. C'est encore un vaste débat, je ne veux pas rentrer dedans. Mais voilà. Et donc, Paris, aucune difficulté pour ma mère et aucune difficulté pour moi, en tout cas. D'accord. T'étais dans ton élément. Complet. C'était chaud. Et je pourrais en parler tous les jours, encore une fois. Mais donc, Strasbourg, quand tu viens de Strasbourg, tu arrives à la gare de l'Est. Tu es sur le boulevard de Strasbourg, donc Strasbourg-Saint-Denis. Et donc, à l'époque, il y avait un bus qui était 65 qui n'existe plus. Et je l'avais pris. Et en fait, là, il y avait genre 2 blancs dans le bus. Et là, moi, j'avais larmes aux yeux. J'étais, mais en fait, je suis où? Qu'est-ce que je vais faire dans cette ville de fou? Mais en tout cas, je me suis sentie bien. Et dans mon élément. Et c'est en ça que je pense, je me suis dit, ah ouais, mais Paris, en fait, c'est vraiment une ville pour moi. Et depuis, je me sens bien 10 ans plus tard. Magnifique. Parcours sans encombre, du coup, à la fac? Si, beaucoup d'encombre. Déjà, je reviens à la terminale. Moi, j'ai un bac scientifique eu à 10,00 avec beaucoup de galères parce que j'avais beaucoup de galères en maths. Notamment, et puis en physique et en bio, dans toutes les matières scientifiques. Et j'avais toujours l'idée en tête qu'il fallait que ma mère, mais mes sœurs aussi, soient fières de moi et que je sois un exemple pour mes petites sœurs, parce que j'ai 3 petites sœurs derrière. Et donc, je suis allée en médecine, mais très rapide, enfin, une journée même pas. Je suis allée en médecine, j'étais inscrite en médecine, j'avais 2 vœux, médecine et droit. Et en fait, je me suis dit, mais médecine, je vais jamais y arriver. Donc, je vais aller en droit, j'aime bien l'histoire. Et en fait, effectivement, ça a été assez rapidement un coup de foudre pour le droit, parce que je me suis dit que je vais apprendre les règles qui vont me permettre de défendre les gens. Et aussi, en toute humilité, je m'étais dit, dans cette phase de haine, quand je dis ça, c'est haine vers les autres et haine vers moi-même, où je me dis qu'il faut que je réussisse pour que tout le monde sache, tout le monde soit conscient qu'on puisse réussir malgré les origines sociales et raciales. J'allais faire l'ENA, parce que l'ENA est à Strasbourg, l'École nationale d'administration. Et très rapidement, je suis pas allée à l'ENA. mais donc, sans encombre, non, parce qu'en fait, j'avais des problèmes de méthode, tout simplement. Et donc, j'ai fait ma première année. Premier semestre, je l'ai pas eu. Deuxième semestre, je l'ai eu. Donc, deuxième année, premier semestre, je suis à cheval entre les deux. J'ai les matières à rattraper du premier semestre de première année et tout le premier semestre de deuxième année. 15 matières. Et en fait, deuxième année, au dernier examen, j'arrive avec 1 heure de retard. Je vois tous les gens sortir. Et moi, j'arrive pimpante. Ouais, on a un examen, je suis debout depuis 6 heures du matin parce que je me dis qu'il faut que je relise une dernière fois. Et en fait, l'examen était de 8 à 9 et moi, j'arrive de 9 à 10. Et donc là, du coup, je me dis que je rate à nouveau mon premier semestre de deuxième année. Et là, j'ai un pote dont son beau-père est médecin. Et il me dit, non, mais on va faire un mot, t'inquiète pas. Et Fred, du coup, que sans lui, j'aurais jamais eu tout du premier coup. Et donc, il m'a fait un mot qui a fait que j'ai pu repasser l'examen derrière. Et après, ça allait mieux à la fac, où j'ai eu toutes mes années, et ça allait de mieux en mieux parce que la méthode, etc. Et jusqu'au barreau, l'examen d'entrée à l'école d'avocat, que je rate la première fois. Et là, je me suis dit, j'arrive à Paris,
J'ai enfin un master 2 où je me dis je peux commencer à peser dans la société. Je sais pas trop si je veux devenir juriste d'entreprise ou avocat ou avocate même. Et donc je me dis je vais passer le barreau juste pour que ma mère soit fière de moi et que je sois un exemple pour mes petites sœurs, qu'elle soit fière de moi aussi. Mais je vais travailler en entreprise et en fait je rate aux écrits à 9 et quelques. Et je fais un stage derrière chez Air France KLM où je me suis dit, mais en fait, moi, je veux vraiment défendre les gens au tribunal. En fait, je veux pas être en entreprise. Et là, je repasse le barreau. En même temps, je travaille je travaille en cabinet d'avocat. Je me dis, si je ne réussis pas, au moins, je peux travailler derrière et j'ai le barreau. Et après, la suite se fait. Enfin, la suite se fait. En parallèle, je me dis, j'ai pas assez de choses dans la vie, donc je reprends le basket. J'ai arrêté pendant mes études. J'enseigne à la fac. Là, par pure, par pure vengeance, je vais à Panthéon-Assas, une fac qui est assez traditionnelle, où là, je passe les trucs de racisme ordinaire. On pense au début que je suis pas enseignante vacataire, mais que je suis plutôt étudiante car doublée plusieurs fois, etc. Donc là, je commence à développer un jeu avec les élèves. Et après, je commence en cabinet américain parce que je me dis que je vais être encore la meilleure. Et là, j'explose en faisant un burn-out. Et là, je me suis dit, en fait, la vie te rattrape. Tu peux pas être tout le temps en compétition envers les autres, avoir une haine envers les autres, vouloir être la meilleure. Et en fait, c'est là où je me suis dit, à travers une psychanalyse, clairement, qu'il fallait que je sois celle que je suis vraiment avec les valeurs que j'ai eues pendant l'enfance. Et c'est comme ça, depuis mes 29 ans, que je suis née à nouveau. T'as littéralement fait un burn-out? Ah oui, 6 mois d'arrêt. Alors, une première fois, 3 semaines d'arrêt en décembre 2016, où j'ai perdu 9 kilos en 3 mois. Je retourne pas tout de suite au cabinet, mais impossible de dormir, crise d'angoisse sur crise d'angoisse, avec des œdèmes musculaires au niveau des jambes, donc je peux pas forcément marcher. Le basket, du coup, j'arrête aussi. Beaucoup de décharges au niveau de la nuque, où je me suis dit, en fait, là, j'ai trop de signaux, je peux pas retourner travailler. Je prête serment, donc j'ai mon diplôme d'avocat 2 jours après mon anniversaire parce que je voulais prêter serment à ce moment-là. Là, mon père est là d'ailleurs aussi. Mais je retourne pas au cabinet tout de suite. Je retourne 1 semaine après, et là, on me dit, mais en fait, t'es pas faite pour être avocate. Il faut vraiment que tu te poses la question, mais je pense que si tu veux rester avocate, que tu fasses les avocats pour les nuls, que tu fasses des choses qui te ressemblent plus, en somme. Et puis, je suis retournée au cabinet pendant 6 semaines. Et après, mon associé me dit, je n'ai rien à te reprocher, mais il faut que tu trouves un autre cabinet parce que moi, je trouve que tu n'as pas le niveau et que, en fait, il faut que tu fasses peut-être des choses plus rébarbatives. Là, tu pourras dire que tu es avocate, mais en fait, tu fais pas grand-chose. Déjà, ça, c'était fou. Et puis après, il m'avait dit, et peut-être que ça, c'est ce que j'avais dit dans d'autres médias, que il fallait que je me souvienne de mes cours de seconde en SES, donc sciences économiques et sociales, que 95% des enfants font le même métier que leurs parents. Donc toi, vu que ton père est ouvrier, ta mère est femme de ménage, peut-être il faut que tu fasses quelque chose dans ces eaux-là qui te ressemble plus. Et là, je me suis dit, non, en fait, ce mec est ouf. Il faut que je parte, quitte à gagner moitié moins, parce que de l'autre côté, j'ai aussi mon emprunt étudiant que j'avais fait de 25 000 € qui commençait à courir. Et je me suis dit, je préfère gagner moitié moins, je préfère galérer, mais au moins travailler avec des gens qui me respectent et qui m'apprécient pour ma juste valeur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à refaire des tresses, à arrêter les défrisages, à arrêter les tissages, parce que on me disait, mais tu peux pas rester avec tes cheveux naturels, tu peux pas avoir des tissus, etc. Ça correspond pas au cabinet. Il faut que tu sois comme Olivia Pope, Michelle Obama, Oprah Winfrey. Voilà. Et en fait, je me suis dit non. Et après, j'ai repris dans d'autres cabinets où ça allait de mieux en mieux. Et là, je suis dans un cabinet où ça se passe très, très bien, qui s'appelle Bold, et j'en parle parce que on est à Château d'Eau. Hein. Donc là, on boucle la boucle. Mm-hmm. Parce que du coup, tous les matins, on me demande, tu veux pas te faire coiffer? Tu veux pas te faire les ongles? Je fais, non, je vais travailler. On me fait, mais travailler dans quoi? Je dis, je suis avocate. On me fait, mais non, c'est pas vrai. Je fais, si tu veux venir voir, vas-y. Et en fait, j'en rigole toujours avec des collègues. Et en fait, je suis très, très contente d'être dans ce quartier-là et d'être avec des collègues qui m'apprécient pour
celle que je suis et qui me permet, en temps de travail, d'être en face de toi, déjà. Et c'est fou parce que la discrimination, tu l'as subie à tous les étages, toi. Ouais. Mais aujourd'hui, j'en rigole. J'en ai beaucoup trop pleuré. Et là, t'en as fait une force, j'ai l'impression. Ouais, Parce que tu sais, excuse-moi, je vais poursuivre, mais t'inquiète. tu vois, là, on te voit avec des tresses, avec un tissu africain que tu revendiques fièrement. Nous, il y a quelque temps, on avait aussi reçu Maître Taboula, je Oui, pense que tu bien connais, sûr. que je salue au passage, et qui, lui, pareil, en termes de faciès, on le voit avec des dreadlocks, etc. En fait, c'était des codes qu'on trouvait généralement dans les pays anglo-saxons, Mhm. tu vois. Mais aujourd'hui, vous, on a l'impression que vous vous accaparez ça aussi. Ouais. Oui, on s'en accapare. Moi, c'en est une fierté. Déjà, avant, je m'habillais qu'en noir. J'avais tellement l'impression que j'étais née pour travailler et pour réussir que je m'étais oubliée. Et que j'ai fait ça dans le prisme de ma mère et de mes sœurs. Donc, en fait, je m'en fichais complètement de comment je m'habillais, même si j'avais des marques. Mais j'étais très discrète. Et puis après, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Sophie. Sa marque, c'est Minoy, Minoy The Shop, qui fait des tissus, qui fait des habits ultra modernes, mais en tissu. Et en fait, je me suis dit, mais déjà, c'est de la couleur, et puis c'est trop beau. Et c'est nous, même si au fur et à mesure, j'ai fait des recherches sur les tissus, et que ça vient des Pays-Bas notamment. Mais en fait, c'est notre fierté, c'est comme ça que moi, j'ai envie de m'habiller. C'est des choses qu'on peut trouver dans des grandes enseignes, mais avec du tissu et de la couleur, du peps, etc. Et en fait, c'est de là où est venue, je pense, ma fierté de porter ces couleurs et ces tissus qui ont pour certains une signification. Alors, on verra Absolument. jamais avec un tissu œil de rival, plus maintenant. J'ai plus envie d'être en rivalité avec les gens. Et avec les tresses, parce que je trouve ça cool. Et ouais, c'est africanisant. Mais c'est aussi parce que on voit mieux le visage, en fait, tout simplement. Et je sais que dans le monde du basket, dans lequel je suis énormément aujourd'hui parce que ça fait partie de moi, je le revendique aussi, mais de manière totalement non volontaire et de manière totalement pacifique. Ça en est une force indirecte, en fait. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et tu sais, aujourd'hui, je voudrais aborder ce thème avec toi. Il y a quand même une fuite de nos talents vers l'étranger parce qu'ils ne se sentent pas forcément à leur place ici. Est-ce que toi, dans ta corporation, c'est déjà des choses que tu peux constater? Oui, mais c'est plus un retour aux sources. Alors, déjà, dans le droit, c'est compliqué de partir dans d'autres pays parce qu'il faut apprendre un nouveau droit. Ok. Donc, c'est plus complexe, mais effectivement, dans le monde de la tech, on voit qu'il y a une fuite des cerveaux vers les États-Unis parce que ils en ont marre de la discrimination en France. Et c'est pas qu'envers les Noirs, je dirais. Hein, c'est beaucoup plus fort. Et effectivement, on voit une fuite, je dirais, le brain drain qu'on a appris quand on était au lycée, en tout cas pour ma part. Mais c'est aussi beaucoup un retour, en tout cas, dans les pays d'origine. Et ça, les parents ne comprennent pas du tout. Hein. Moi, ma petite sœur, par exemple, qui a 27 ans aujourd'hui, elle veut retourner au Mali. Ma mère, elle dit, mais j'ai galéré pendant 40 ans pour que vous grandissiez en France, pour que vous ayez une enfance et une vie paisible. Et toi, tu veux retourner au Mali, c'est quoi ça? Et en fait, c'est plus un retour aux racines qui se constate. Donc, on l'a de plus en plus. Et puis, c'est aussi pour rendre l'appareil, je pense. Oui. C'est-à-dire? Rendre l'appareil, c'est partager tout ce qu'on a pu apprendre en France et retourner, en tout cas, dans le pays d'origine pour transmettre à leur tour. Le message est passé. Kadi, aujourd'hui, tu es sur tous les tableaux. Tu es sportive, tu travailles en tant qu'avocate et on est fiers. Merci beaucoup. Voilà, déjà, c'est Merci dit. beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les détails très sombres, mais qu'en est-il de ta vie perso? Est-ce que c'est facile de tout concilier? Oui, je pense. Les personnes autour de moi, en tout cas, me disent souvent que je suis en retard. Ça, c'est ma vie, ma vie d'être en retard. Mais en fait, ce que j'essaye de faire, et auprès de toute personne qui est dans mon entourage,
premier, second et plus, d'être là. Et donc j'essaie de me rendre partout, en tout cas, et de répondre aux questions, alors que ce soit de comment ça va à j'ai besoin de toi, Ouais. à comment dire, à passer du temps avec moi. En tout cas, je me rends toujours disponible, quitte à mettre ma santé en danger, on s'entend, hein. Mais j'ai beau être fatiguée, et ben je vais quand même y aller. Enfin, et pour moi, c'est très important. Je sais que les autres sont beaucoup plus importants que moi, et c'est pas forcément une bonne chose, hein. Il faut penser à soi. C'est vrai. Il faut penser à soi parce que c'est important. Si on pense pas à soi et qu'on n'a pas conscience de soi et pas confiance en soi, eh bien, on se perd. Et ça, c'est un peu la leçon de mes 34 petites premières années que j'ai, et c'est quelque chose que je voudrais inculquer à mes enfants. En tout cas, ça, c'est très important. Et bien évidemment, pour les enfants, j'en parlais encore avec ma mère hier, elle me disait, tu te rends compte, t'as 34 ans, tu vas avoir 35 ans en janvier, t'as pas d'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde me pose la question. J'ai dit, qu'ils viennent me poser la question, je vais leur répondre. J'ai hâte Mhm. qu'ils viennent. Ils seront là, je vais leur donner quand j'aurai pas le temps. Et ils vont crier comme moi, ils verront. En tout cas, c'est bien parce que l'abnégation, c'est quelque chose qui te caractérise, tu vois. Tu sais, habituellement, quand on parle avec des avocats ou avec des gens qui font partie de l'élite, si je peux dire ça Ouais. comme ça, tu vois, ils disent tout le temps à quel point c'était des élèves brillants, à quel point ils ont survolé les études, qu'ils avaient des facilités, que tout était plus ou moins facile pour eux, etc. Et ben toi, c'est tout l'inverse. Ah Parce que tu es en train de dire que le bac, tu l'as eu de justesse. Tu es en train de dire que tu as redoublé ta seconde, qu'on n'a pas cru en toi, qu'on te disait que finalement, oui, tu avais le statut d'avocat, mais tu n'étais pas taillé pour ce métier, etc. Est-ce que toi, c'est pas comment dire, ton CV là, est-ce que tu véhicules, tu pourrais pas le distiller aux plus jeunes parce que ça sauve des vies. Ah ouais, mais complet. Et là, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de transmettre avant tout dans les messages que je partage. Moi, je suis pas là pour dire je suis avocate, je suis basketteuse, j'ai Ouais. réussi. Ça fait partie de moi, c'est tout. Maintenant, moi, je sais que la seule chose qui a fait que je suis en face de toi aujourd'hui, c'est ma détermination. Et en fait, je suis une personne comme les autres, de sorte que les plus jeunes à qui je transmets des messages, ils peuvent tous y arriver. Vraiment. Moi, je me dis, si quelqu'un peut le faire, tout le monde peut le faire. Et j'ai pas plus, comment dire. Je pense qu'il y a une partie de moi, il y a eu de la chance, etc. Il y a eu de l'aléa. Je sais pas si c'est de la chance plutôt, mais de l'aléa. Effectivement, j'ai eu, quand j'étais toute petite, des facilités à l'école, mais je me suis tellement dit que j'allais pas y arriver, qu'il fallait que je travaille plus, c'est ça qui a fait que j'ai eu des bonnes notes, etc. Mais quand j'ai arrêté de travailler, j'ai eu des mauvaises notes. Il n'y a pas de secret. C'est que le travail. Et là, moi, je vois dans le cadre du sport. Aujourd'hui, j'ai pour projet de courir un marathon en décembre. Et ben là, actuellement, je suis dans la merde. Enfin, il va falloir travailler. Et partout, c'est comme ça. En fait, il faut travailler, croire en soi. Et franchement, il faut essayer de ne pas écouter les personnes qui disent que ces personnes-là ne peuvent pas y arriver, excuse-moi. Peu importe l'âge, peu importe là où tu viens, d'où tu viens, peu importe tes origines sociales, raciales, etc. Même un bourge, entre guillemets, s'il ne travaille pas, il n'y arrive pas. Alors, à la différence où ces personnes-là, peut-être, auront un soutien avec des cours particuliers, avec des exemples sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Ils auront des stages, ils auront des expériences qui vont gonfler leur CV. D'autres personnes n'auront pas cette chance-là, mais en réalité, il faut pas avoir peur. Moi, je pense que c'est ça aussi ma force. C'est que je me dis de toute manière, alors ça c'est dans le monde du travail, dans le monde personnel, c'est pas du tout la même chose. Mais j'ai toujours été un peu au culot. J'ai travaillé, moi, dans des grosses enseignes, ces stages de fin d'études, des stages d'avocat, chez Hermès ou chez Air France KLM, j'ai répondu à des annonces, je connaissais pas des gens. Et en fait, je me suis dit, de toute manière, t'es là, donc vas-y. Et vas-y avec ton franc-parler. Et ça a fonctionné. Et je pense que j'ai pas plus de franc-parler que d'autres personnes. Il faut juste oser. Et ça peut, franchement, pour tout le monde,
c'est accessible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les terrains de basket, je le dis, parfois je vais dans des écoles pour faire des sujets, pour travailler des sujets en droit. Par exemple, le cyberharcèlement, Bien. comment être dans le monde du travail, ça c'est plus pour les adolescents, mais surtout sur le cyberharcèlement à partir du CE1. Et en fait, je les fais travailler sur des cas pratiques. Mais vraiment, il y en a, ils vont être la demande, d'autres la défense, et à la fin, ils plaident devant moi. Et donc, ça commence à cet âge-là, même plus jeune en réalité. Et je leur dis, mais vous savez, à 7 ans, c'est l'âge de la raison, et vous avez des droits et des devoirs. Et donc, il ne faut pas taper quelqu'un en classe ou couper des cheveux ou faire... Enfin, j'ai eu des exemples qui étaient très drôles. Mais en fait, déjà de prendre la parole à cet âge-là et qu'on leur dise c'est bien, que tu peux le faire, ça donne confiance. Exact. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. C'est tout. Ah, c'est terrible ce que tu nous envoies. C'est bien. C'est bien ce que tu nous envoies. On a besoin de ce shoot de motivation. Je le répète constamment, mais c'est une vérité absolue. Tu sais, depuis tout à l'heure, on parle de basket, on parle de sport. Moi, je t'ai jamais vu dunker. Jamais. Où est-ce que tu joues? Je joue au basket Paris 14. D'accord. Et en termes de division? Alors là, moi, je suis en excellence départementale. Je vais faire une petite parenthèse pour préparer mon marathon jusqu'à décembre. Et après, je vais reprendre en club. Clairement, je suis une des plus vieilles de mon équipe. Je refuse d'être la dernière en sprint. Donc, je fais beaucoup de sport en salle. Et là, en fait, ça m'a un peu changé la vie. Je suis dans une nouvelle tranche de vie où je rencontre beaucoup de sportifs, beaucoup de coureurs, beaucoup de personnes qui font de la course en montagne, des trailers du coup, beaucoup de cyclistes, etc. On vient tous d'horizons différents. Et là, on n'a plus la différence d'origine. On est là pour faire du sport, en fait. On a tous les mêmes baskets, on a tous les mêmes maillots, on est tous dans la galère. Et en fait, c'est plus l'état d'esprit positif qui fait que on se bat. Et donc, j'ai rencontré des coachs qui sont ultra inspirants, que je pourrais nommer, mais que je vais nommer du coup, comme un qui s'appelle Jimmy, qui croyait, qui m'a amené sur une piste d'athlétisme, alors que moi, je détestais courir. Moi, je courais derrière un métro, un RER, je cours après les gens quand ils me donnent de l'argent, mais sinon, je courais jamais. Qui me disait, mais attends, t'as des longues jambes, cours. Et j'ai commencé à courir comme ça et j'ai couru un premier semi-marathon avec une amie qui s'appelle Alice et je l'ai fini. Et puis, je pensais pas. Et donc, j'ai commencé à me découvrir comme ça. J'en ai couru un deuxième avec une copine qui s'appelle Laura, qui est également coach. Et en fait, on s'est soutenus et j'ai réussi à le faire. Là, je me fais accompagner par un coach qui s'appelle Alexandre, qui est un bout en train, qui est d'un mindset ultra positif, qui est ultra inspirant et admirable. Et en fait, c'est des personnes qui m'épaulent au quotidien, qui sont formidables. J'en ai énormément et toutes ces personnes-là se reconnaîtront. Et ils m'aident à prendre confiance en moi et à prendre conscience de celle que je suis. Et ce sera ma dernière question, celle-ci. À quoi ressemble une journée type de Kadi? Elle commence généralement soit avec du sport, donc par exemple du yoga. Et là, les gens se disent, mais le yoga, c'est pas du sport. Ben, si, il faut s'étirer, il faut être en phase avec un sport. Et en plus, c'est un sport non compétitif. Donc, quand les gens disent le yoga, c'est OK, et ben, en fait, ces personnes-là ont raison. Donc, soit du yoga, soit du renforcement musculaire. Après, soit je vais au cabinet, soit je télétravaille de chez moi, soit je suis en audience. Après déjeuner, obligatoire. Quand j'y arrive, parce que je cours tellement partout que parfois je saute les déjeuners, mais en fait, il faut que je déjeune. J'ai tout le temps faim. Et puis en plus, à Strasbourg-Saint-Denis, il y a beaucoup de poulet, j'adore ça. Je retourne au cabinet avec les personnes de mon équipe parce que ouais, nous, on est une petite équipe de 6 personnes, mais on est dans un cabinet de 80 en open space avec plein de gens de plein d'origines différentes, essentiellement européennes, il faut se le dire. Mais qui sont ultra bienveillantes, on est ultra solidaires. C'est un peu ce que j'avais dans le monde du basket, dans ma famille, etc. Donc, je suis très heureuse dans ce cabinet-là. J'ai des clients à côté, je suis au téléphone, je réponds à des personnes qui me sollicitent sur les réseaux. Pour moi, c'est vraiment important de répondre aux personnes qui me sollicitent sur les réseaux. Et d'ailleurs, pour moi, c'est irréel, tout ce qui se passe là. Je me dis, mais en fait, il y a des vraies personnes qui sont inspirantes et moi, il faut pas me contacter pour ça, mais je suis là pour répondre.
Et le soir, soit je suis avec mon entourage proche, soit je vais au sport, soit les deux. Parce que je les pousse avec moi à faire du sport. Parce qu'il y a des personnes qui se disent non, mais moi, le sport, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. En fait, ça commence par là, la déterre. Merci en tout cas Avec plaisir. pour ces belles valeurs que tu prônes, pour ce beau sourire, et ce Merci beaucoup. dynamisme. Et franchement, on a besoin d'entendre ça, on a besoin de voir ce genre de profil et que ce Merci. message soit limpide. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais aussi, parce que c'est beau. Je trouve d'avoir ce projet-là qui est entrepreneurial. Donc, je pense que la déterre dans l'entrepreneuriat, ça va de pair. Et puis même pour le We Hustle, comme je disais avant, c'est pas de la bagarre, mais c'est de la déterre, encore une fois. Donc, c'est beau. Merci beaucoup. Toi, Kadi, c'est gentil. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci. C'était 500 avec la grande femme que l'on nomme Kadiatou Tapili pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.